Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus, relativement nombreux, en tout cas, c'est bien. Alors, donc oui, moi je suis là parce que finalement j'ai fait quelque chose qui s'apparente à la zététique, mais sans le vouloir et sans le savoir en fait. Moi effectivement j'étais graphiste, je vous raconte un peu ma vie, hein, ça sera... j'ai été graphiste pendant longtemps, puis en fait je voulais être auteur de BD, mais bon, j'ai fait du graphisme pour gagner un peu ma vie. Ensuite, j'ai été dans un groupe d'aide aux sans-papiers, donc dans ce cadre-là, j'ai fait le premier bouquin qu'on a vu, parce que disons que je me suis dit ça vaut peut-être le coup de témoigner. Il y avait une, enfin je vous raconte pas, c'est pas le sujet du soir, mais voilà, c'est un livre de témoignages sur les personnes sans-papiers enfermées au centre de rétention de Corne-Barrieux, donc pas loin d'ici. Et voilà, donc j'ai fait ce bouquin-là dans un contexte où j'étais dans une association, qu'il y avait des gens qui avaient des témoignages qu'il fallait porter. Et donc je me suis dit, bon, faut le faire. Ça n'avait rien à voir avec la zététique, mais il y a quand même un petit côté qui aborde ce genre de choses, parce que finalement, dans les médias, dans les discours politiques, on nous dit beaucoup de choses qui sont finalement... pas vrai au niveau de la migration, mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Mais ça a commencé à me faire réfléchir à tout ça. Après, j'ai fait un petit livre jeunesse qui s'appelle Coco, pays des toutous, qui est la migration racontée aux enfants. Donc, c'est un petit livre qui raconte l'histoire d'un petit chien, voilà, qui fait une migration. Et c'est pour les petits, ça raconte l'histoire d'un migrant, mais pour les petits. Ensuite, je me suis dit, je vais pas continuer à faire que des trucs sur les migrants parce que, d'une part, ça aurait fait un peu fond de commerce, quoi. Enfin, vous voyez, le mec qui fait des BD sur les migrants toute sa vie, c'est un peu lourd, quoi. J'ai pas envie de me faire des sous là-dessus, spécialement. Et donc, je cherchais un sujet plus ludique, en fait, plus rigolo, pour faire d'autres BD, parce que j'ai lancé à faire de la BD, donc j'avais envie de continuer. Là-dessus, je faisais des séances de dégustation chez un caviste à côté de chez moi, à Tournefeuille. Et donc, tous les vendredis, on buvait des coups, et puis des fois, il recevait des vignerons et tout. Et en discutant avec le caviste, je me suis rendu compte qu'il était fan de bande dessinée. Et donc, je lui ai dit, moi, que j'étais auteur de BD, il était super... content, donc il voulait absolument faire un livre sur le vin avec moi, sur sa cave, sur tout ça. Alors bon, je me suis dit, un livre sur le vin, ça peut être marrant, il y en a déjà quelques-uns en BD, mais pas tellement. Par contre, il faudrait trouver un sujet un peu plus marrant que juste sa cave et les dégustations, parce qu'on ne va pas aller bien loin avec ça. Donc, j'ai commencé à enregistrer toutes les dégustations qu'on faisait. Et puis, il y a donc, comme je disais, des viticulteurs qui venaient, donc des viticulteurs en bio, en nature et en biodynamie. Donc biodynamie, moi je suis toujours une sensibilité plutôt écolo, quoi, changement climatique et tout, protection de l'environnement, donc ça m'intéressait. Et au début, moi j'étais vachement... la biodynamie, ça me paraissait un truc très bien en fait, c'est-à-dire c'est de l'agriculture naturelle. C'était avant, tout ça c'était en 2014 là. Donc on ne parlait pas beaucoup encore de zététique comme on le fait maintenant. Ça commençait à venir, hein. C'était plus longtemps, mais voilà, moi j'en avais jamais entendu parler en tout cas, personnellement. Donc je dis ça pour m'excuser par avance, que c'est une agriculture naturelle, c'est sympa. Bon, il regarde un peu les phases de la Lune, après tout, pourquoi ça ne marcherait pas les phases de la Lune, et ça joue bien sur les océans, donc on va faire des plantes, de la sphère de luminosité, j'en sais rien. Voilà, j'allais pas plus loin et je trouvais ça très bien. Donc on s'est dit, peut-être on pourrait faire une BD sur les vins bio, nature, biodynamie et tout. Super, donc il commence à me concocter un programme. Donc on prévoit d'aller chez les Bourguignons, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, les Claude et Lydia Bourguignon, c'est des gens qui ont un laboratoire, enfin je crois qu'ils l'ont plus, maintenant ils sont à la retraite, enfin, je suis sûr, en Bourgogne d'analyse des sols, et qui étaient pionniers, qui étaient des gens qui étaient à l'INRA, et qui l'avaient quitté pour monter leur propre laboratoire, parce qu'ils avaient trouvé que l'INRA était vendu à l'agrochimie et tout, et puis qui faisaient leur truc sur l'analyse des sols, et voilà, et qui étaient très fans de biodynamie aussi. Mais on ne le savait pas trop encore ça à ce moment-là. Donc j'ai commencé à creuser le sujet en voyant ça,
Et là, je suis tombé sur le blog de Grégoire Perra. Voilà. Donc, à l'époque, c'était pas connu, hein, Grégoire Perra. Donc là, on est en 2014, toujours, hein, 2014. Je vois ce type qui fait des vidéos YouTube où il raconte son histoire. Donc, tout le monde connaît Grégoire Perra? Non, peut-être pas. Hein. Alors, Grégoire Perra, c'est un monsieur qui était dans une école Steiner-Waldorf. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Qui connaît Rudolf Steiner? Okay. Il est décédé en même temps. Hein. Donc, c'est encore plus bizarre. Non, pas, on peut le connaître quand même, monsieur. Bref, on abordera un petit peu cela après. Allez, tout doucement, hein, quand même. Faut que je regarde l'heure déjà, pour pas vous tenir la jambe jusqu'à demain. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Grégoire Perra, c'est quelqu'un qui, quand il était petit, ses parents, qui étaient un peu bobos, enfin je connais pas ses parents, l'ont mis dans une école d'enseignement un peu particulier, enseignement libre, Steiner-Waldorf, les écoles de Steiner-Waldorf. Donc il a évolué dans ces écoles-là. Donc ce sont des écoles qui ont une pédagogie alternative, on va dire, en tout cas qui se présentent comme ça, où les enfants sont plus libres, où ils font plus d'art. Donc ça c'est... présente la façon dont elle se présente, et où elle, voilà, donc une pédagogie alternative, comme on a monté sur René, ces choses-là. Donc il a fait toute sa scolarité là-dedans depuis petit, ensuite il est devenu professeur lui-même dans des écoles Steiner-Waldorf, et donc maintenant il faut parler de l'anthroposophie, parce que les écoles Steiner-Waldorf, donc c'est des écoles qui sont issues d'un courant qui s'appelle l'anthroposophie. Et l'anthroposophie, donc les écoles, c'est la pédagogie de l'anthroposophie, l'école de Waldorf. Donc c'est Steiner-Waldorf, parce que Steiner, c'est le monsieur qui était le chef de file de l'anthroposophie. Et Waldorf, en fait, c'est une petite marque de cigarettes, dont ce monsieur avait donné des cours. Enfin, ce monsieur avait créé une école qui s'appelait Waldorf au début du XXe siècle. Il avait créé sa première école pour un cigarettier, pour les employés de ce cigarettier, donc c'est pour ça que ça s'appelle Steiner-Waldorf, c'était sa première école. Voilà. Donc on reviendra après sur tout ça. Donc Grégoire Perra, il a été un des pontes de l'anthroposophie, et donc il a été assez important dans ce milieu. Et un jour, on lui a demandé d'écrire un rapport sur le fonctionnement des écoles, voilà, et il s'est rendu compte, en fait, en écrivant ce rapport, que le fonctionnement de l'anthroposophie et des écoles Waldorf, Steiner, était un comportement sectaire. C'est ce qu'il a écrit dans son rapport, de type sectaire. Voilà. Il s'est rendu compte de ça, et ça lui a pris du temps quand même pour vraiment prendre en compte toutes les implications de ce qu'il avait écrit. Il est resté dans le mouvement un grand moment, et finalement, à la fin, ça s'est mal passé. Hein. Il a écrit un témoignage à l'UNEDFI, donc une association de familles de victimes de sectes et tout. Il a eu des procès, bref, je vous la fais relativement courte. Et donc le monsieur a voulu témoigner de son expérience, et il a commencé à faire un blog tout seul, hein, dans son coin, et des vidéos sur YouTube, où il expliquait longuement tout ce que je viens de vous dire, bien plus de détails, de façon bien plus importante, quoi. Et donc, pourquoi je vous parle de ça par rapport à la biodynamie, je vais me dire, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, en tapant biodynamie, je tombe sur son site, parce que la biodynamie, c'est la branche agricole de l'anthroposophie. Voilà. Donc, je regarde ce que c'est que l'anthroposophie, du coup, et là, je tombe de ma chaise. Parce que l'anthroposophie et la biodynamie, c'est pas du tout. Alors, les écoles Steiner-Waldorf, c'est pas du tout juste une pédagogie alternative où les enfants sont libres et font de la nature, parce que ça c'est plutôt sympa. Et la biodynamie, c'est pas juste une méthode d'agriculture où on suit les phases de la Lune et où on est en phase avec son domaine. Voilà. C'est l'émanation d'une pensée qui considère que le monde physique est une illusion. Donc ça, c'est ce que j'ai compris petit à petit.
Mais en fait, c'est ça le fond de la doctrine anthroposophique, c'est que le monde physique n'existe pas, en fait. Que tout ce qui existe, tout ce qu'on voit est une concrétion d'éther de conscience qui crée de la matérialité, du physique, en fait, mais que tout ça, la vraie réalité, elle est spirituelle. En fait. Tout ce qui existe est spirituel, et le monde physique, c'est une maya, une illusion. Alors, en fait, on va faire un peu d'archéologie, on va parler un peu de théosophie, pour voir d'où ça vient, ce truc-là. Alors là, j'avais fait un petit truc avec des dates, parce que moi, je ne suis pas très fort en dates. Donc la théosophie, il ne faut pas la confondre. Alors la théosophie, c'est l'ancêtre de l'anthroposophie. C'est la doctrine dont vient Rudolf Steiner à la base. À ne pas confondre avec la théosophie antique, qui était un mouvement dont je ne vous parlerai pas, parce que je ne connais pas du tout, ni la théosophie chrétienne qui existait au XVIIe siècle, et qui est encore autre chose. Mais le nom a été repris, et la théosophie, ça a été créé par Elena Blavatsky et deux compères à elle en 1875. Donc c'est un syncrétisme, en fait, de diverses religions, hindoues, bouddhistes notamment. C'est dans la mode très orientalisante du XIXe siècle. Et où on considère qu'en fait, il y a du bon à prendre dans toutes les religions, et que tout ça, ça forme une vérité primordiale. Alors comment elle appelle ça exactement? Une tradition primordiale, voilà. Donc, en fait, dès qu'il y a un truc qui leur plaît, ils le mettent dedans. C'est une espèce de melting pot assez, assez bigarré, on va dire, où on trouve toutes sortes de choses, notamment, bon, on ne va pas parler de ça tout de suite, mais bon, il y a plein de dieux, tous les dieux qui existent peuvent venir, très ouvert. Voilà. Et donc, il y a des gourous, c'est basé sur une tradition des gourous indiens, voilà. Et c'est un mouvement, en fait, au XIXe siècle, il y avait pas mal de mouvements spiritualistes. Hein. Et puis ça a continué au début du XXe siècle, donc tout ça, c'était dans ces... Parce que, disons qu'il y avait le développement de la science, mais en même temps, on ne maîtrisait pas trop, donc avec le magnétisme, des choses comme ça, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait. Et donc, il y a l'apparition de plein de mouvements spiritualistes. Il y avait une grande concurrence, en fait, entre tous ces mouvements. Et la théosophie d'Elena Blavatsky, c'était un des mouvements principaux. Donc, en fait, Rudolf Steiner, lui, il est né, alors c'est pareil, je vais regarder la date exacte, en 1861, en Croatie. Donc, la Croatie n'existait pas, c'était la Mitteleuropa, donc un petit bout de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et bon, il était relativement brillant, donc il allait faire des études à Berlin, et puis il a été, un moment, il s'est occupé des archives de Goethe, parce qu'il avait un prof qui l'a emmené faire ça, parce qu'il faisait des maths, puis ça ne l'intéressait plus, donc son prof de français lui a dit, bah, il y a ça comme vous à faire. Donc il est allé à l'Institut, Goethe Institut de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, à Berlin, et s'est occupé de publier les archives scientifiques de Goethe, parce que Goethe, donc c'est le poète allemand, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui faisait des... ça va se rassembler, ne vous inquiétez pas, parce que là je parle un peu dans tous les sens, mais s'il y a un truc vraiment que vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein, donc Goethe, c'est un monsieur qui faisait des sciences aussi, de la poésie et des sciences, et c'est le grand homme allemand, donc une grosse réputation. Et c'est important dans la pensée de Steiner parce que il a beaucoup étudié donc, Goethe, notamment la métamorphose des plantes, puis un traité sur les couleurs aussi, qui l'ont beaucoup marqué. Et ensuite, bon, a priori, alors il y a deux versions. Il y a celle des anthroposophes qui disent que, bon, comme il était génial, il faisait plein de trucs différents. Et celle des détracteurs disait qu'en fait, il se faisait virer de partout parce qu'il était mauvais. Voilà. Donc, bon, la vérité peut-être entre les deux, non, ça c'est un sophisme. Moyen Digne neutralité. Non, tu sais, quand c'est le sophisme du juste milieu. Voilà, c'est ça. Non, c'est l'un l'autre ou entre les deux, on ne sait pas. Bref, en tout cas, il a quitté aussi ce truc, puis il se cherchait un peu, et donc il a rejoint la société théosophique. Et bon, il avait un certain charisme, ce monsieur, en tout cas, ça c'est sûr.
Et donc il a fini par diriger la section allemande de la Société de théosophie. Et bon, bah, ça marchait bien, il faisait son truc. Et il avait ses propres... il avait ses propres considérations. Lui, tout l'aspect indien, bouddhiste, ça lui a lié, mais quand même, il aurait bien aimé amener dans tout ça un peu de christianisme, de rosicrucisme, de trucs un peu plus de germanique, quoi. Vous voyez, il était un peu pan-germaniste à l'époque. Il était à la mode, donc il aimait bien les trucs un peu germains, un peu... voilà. Donc, en fait, il s'est passé un schisme à un moment donné, dû à l'affaire Krishnamurti. Alors, Krishnamurti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est un petit gars, en fait. Alors, la Société théosophique était internationale, donc il y avait la section allemande dont je vous ai parlé, mais il y avait aussi une grosse section en Inde, comme ils étaient très linguistes orientalisants. Donc, il y avait des gros bureaux en Inde, et vous aviez un Anglais là-bas qui s'appelait Leadbeater, un vieux barbu, qui était sur une plage et qui voit un merveilleux petit Indien et qui en tombe en pamoison et considère qu'il s'agit là de la réincarnation du Christ. Parce que, en fait, c'était le fils d'un employé de la Société théosophique dans l'hôtel où il était. Voilà. Donc, bon, je ne rentre pas dans les détails un peu scabreux, mais je pense qu'il y en a. Bref. Donc il ramène Krishnamurti et son frère en Angleterre, je crois. Et la Société théosophique avec Helena Blavatsky et tout décide que Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, c'est la réincarnation du Christ. Donc ils font toute une grosse opération de communication pour dire que la théosophie a trouvé son messie, etc. Un gros événement qui ne plaît pas du tout à Rudolf Steiner en Allemagne, qui lui, alors peut-être qu'il en a profité aussi pour marquer son indépendance vis-à-vis de la théosophie, ce qui me paraît fort possible, mais lui donc décide de se séparer de la théosophie sur des prétextes spiritualistes, parce que pour lui, il a une vision très personnelle du Christ, qui pour lui est une entité cosmique qui vient du soleil et qui s'est incarné sur Terre, mais une seule fois. Parce que lui, son truc, c'était vraiment de remettre le christianisme dans la théosophie, et donc il était très chatouilleux sur le Christ, il avait des vues très personnelles sur le Christ. Donc pour lui, ça ne lui allait pas qu'un petit métèque devienne le Christ. Et il a décidé de faire un schisme avec la théosophie à ce moment-là, et de créer la société anthroposophique à ce moment-là. Donc c'est là que la société anthroposophique s'est créée par la section allemande de la théosophie. Alors, il faut savoir que dans la théosophie, il a récupéré plein de trucs. Il a ajouté une section. Non, il a ajouté plutôt des contenus chrétiens et rosicruciens et plein de trucs, quoi, des anges, des hiérarchies angéliques et tout, dans la théosophie. Il a quand même gardé plein de trucs. C'était pas quelqu'un qui inventait en fait vraiment des choses, mais pareil, qui les agglomérait, qui en jetait certaines, qui en gardait d'autres. Voilà. Alors la théosophie et l'anthroposophie, du coup, comme je vous disais, le monde physique est une illusion. Donc comment ça se passe la création du monde, vous avez... c'est un polythéisme en fait. Vous avez quand même un être, mais qui est plutôt Jéhovah, mais en fait il y a plein de dieux partout, quoi. Vous avez un créateur qui n'est jamais nommé, mais on ne sait pas s'il est unique ou... Enfin, peut-être moi je n'ai pas assez cherché, mais... parce que Jéhovah, lui, il habite dans la lune, et le Christ, lui, il habite dans le soleil. C'est très compliqué, très précis tout le temps, mais voilà. Vous avez donc la création divine, vous avez des tas d'anges et tout, vous avez Lucifer qui est un ange déchu, ça c'est comme dans le christianisme. Vous avez Sorat aussi, Ahriman, pardon, qui est un autre démon qui vient de Perse, lui, enfin la version réelle, enfin la version traditionnelle d'Ahriman, c'est un dieu de Perse, et qui est récupéré là, et qui lui, donc son but, c'est de... Alors autant Lucifer est dans la
Et dans la folie mystique, lui, il va tirer les humains vers le haut, parce qu'en fait, le but de toute cette création, c'est les humains. Hein. Tout l'homme est toujours au centre de tout. Et le but de tout ce qui existe, c'est l'homme, c'est l'évolution de l'homme. Donc Lucifer, lui, il va envoyer les hommes vers le haut, vers la spiritualité, mais une spiritualité qui n'est pas du tout incarnée, ce qui n'est pas bien. Alors, il faut une certaine incarnation quand même. Tandis qu'Ahriman, lui, c'est le démon de la matérialité, de la technologie. Donc ici, les esthéticiens sont ahrimaniens. Je suis désolé de vous l'annoncer. Du vice aussi, c'est quelqu'un qui vit sous la terre et qui va chercher à vous... Voilà, c'est lui, c'est à cause de lui, en fait, que le monde est si matériel, en fait, et si condensé et si physiquement dur. Parce que, en fait, chaque fois qu'on a des pensées matérialistes, on est trop incarné, et si on est trop matérialiste comme les esthéticiens, on va finir sous la terre en gnome ahrimanien, et on ne va pas être sauvé à la fin des temps. On aurait pu prendre ça comme nom de collectif aussi. Les ahrimaniens. Les ahrimaniens, oui. Non, ahrimaniens. Ouais. Alors voilà. Entre les deux, heureusement, alors, bon, l'anthroposophie a une certaine sagesse, on peut dire qu'ils ne rejettent pas ni l'un ni l'autre, mais il faut en prendre un peu de chaque. Et entre les deux, vous avez le Christ cosmique dont je parlais tout à l'heure, qui est très important, et qui fait l'équilibre entre Lucifer et Ahriman. Voilà. Alors c'est pour ça que moi j'ai appelé mes deux premières BD Lucifer et Ahriman, et le troisième tome, c'est Sorat. Alors Sorat, c'est l'antéchrist solaire, en fait. C'est le dieu, c'est le démon de l'Apocalypse, en fait, voilà, qui se réincarne sur Terre tous les 666 ans. Voilà. Et ça a toujours sacré des catastrophes. C'est quand la dernière fois? Alors ça, il faudrait que je regarde. Vous avez peur là. Moi, je sais que, en fait, Adolf Hitler, quand il est mort à la Première Guerre mondiale. Il était soldat, et il est mort. Ah bon? Oui, mais à ce moment-là, Sorat a pris possession de son corps. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais j'ai lu, j'en ai lu. En fait, tu vois, il y a des gens qui meurent et il y a des entités qui prennent possession de leur corps. Mais ils le disent ça même dans les écoles Steiner. Tu as des enfants, ils disent à lui, c'est un démon, en fait, il n'est pas là, et c'est un démon qui a pris possession de son corps. Ça arrive. Après, il va regarder. Donc voilà. En fait, l'humanité est guidée par des guides spirituels tout au long de son évolution, et le but de l'homme, c'est de suivre les bons guides de l'évolution et de s'écarter des mauvais ahrimaniens, voilà, pour évoluer jusqu'à un état où on sera semi-divin, et à ce moment-là, il y aura ceux qui le sont qui sont sauvés, puis c'est bien. Alors, on va continuer un peu sur l'anthroposophie quand même. Vous avez plusieurs... voilà. Vous avez des races humaines, enfin des stades d'humains qui se sont succédés. Vous aviez les Atlantes, non, les Lémuriens d'abord, et après il y a des sous-races, les races mères, donc les Lémuriens, les Atlantes, ensuite les Armands, et ensuite vous en aurez deux autres, que vous ne comprenez pas encore. Peut-être j'en ai c'est possible. Et après vous avez des sous-races, et tout ça, ça vient quand même de la théosophie, là. Voilà. Mais donc à partir du moment où plus on évolue, disons que les Atlantes étaient beaucoup moins matériels que nous, si vous voulez. Ils avaient des corps spongieux, ils pouvaient voler, et voilà. C'est pour vous donner une idée en fait de ce que pensent les anthroposophes. Et bon, on se dit, ça c'était les délires de Rudolf Steiner, maintenant c'est plus comme ça, mais le problème de l'anthroposophie, c'est que Rudolf Steiner, c'est quelqu'un qui a lu, bon je suis encore en train de vous expliquer un truc, qui a lu les chroniques de l'Akasha. Les chroniques de l'Akasha, c'est de l'éther, qui en fait, chaque fois qu'on bouge sur la Terre, ça fait des mouvements dans l'éther. Je suis pas sûr, c'est à peu près ça ce que je vous dis, mais bon, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, on peut lire dans l'éther cosmique tout ce qui va arriver, et tout ce qui est arrivé. Donc, à partir du moment où on est clairvoyant, c'est-à-dire qu'on peut lire cet éther cosmique, on sait tout, quoi. On sait tout, et donc c'est le cas de Rudolf Steiner.
Et il est considéré encore comme ça par les anthroposophes qui habitent au siège de l'anthroposophie, de la Société anthroposophique universelle, qui est à Dornach, en Suisse. On l'a vu tout à l'heure dans les photos, il y avait un gros bunker. Et je vous ai mis quelques bouquins là d'ailleurs sur la table. Vous avez le Goetheanum, qui est le siège de la Société anthroposophique universelle, qui est un gros bunker dont on pourra parler plus tard. Je suis allé visiter. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, alors, il y a des points quand même un peu embêtants parce que Rudolf Steiner, il est clairvoyant, donc on ne peut pas remettre sa parole en doute. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai, parce qu'il l'a lu dans les chroniques de l'Akasha. Et alors, il y a des trucs qu'il a dit qui sont un peu problématiques, donc ça, on ne le dit pas, mais on y croit sans le dire. Donc, par exemple, en ce moment, ce qui devrait se passer, c'est que la race aryenne devrait être le chef du monde, quoi, si vous voulez. Mais il y a eu des... Oui. Comment? Oui, il y a ces trucs-là aussi, oui. Ouais, je pourrais vous en parler aussi tout à l'heure. Il faudrait que je révise aussi la cosmologie. Elle est très compliquée. On parle de ça, puis après on parlera de la cosmologie. Qu'est-ce que je racontais? Oui, voilà, en fait, le point, vous avez eu les Lémuriens, les Atlantes, les Lémuriens. Donc d'abord les Lémuriens, ensuite les Atlantes, ensuite les Ariens. Ensuite, vous aurez d'autres races qui vont arriver. Et le problème, c'est que vous avez normalement, donc, on en est au stade arien. Donc les gens, parce qu'il y a une sorte de réincarnation. Quand vous mourrez, votre esprit, forcément, se libère de votre corps qui n'existe pas vraiment, quoi. Je vais concrétiser. Donc votre esprit monte et fait tout un voyage jusqu'au Devachan, dans les cercles concentriques du cosmos, d'ailleurs. Jusqu'à Saturne, parce que le cosmos s'arrête à Saturne, c'est plus ancien, plus loin. Et ensuite, il redescend et se réincarne. Et en fonction de si vous avez eu un bon karma, si vous avez bien travaillé sur Terre et aussi pendant que vous étiez mort, ça peut prendre jusqu'à 500 ans, 1000 ans, même des fois. Vous vous réincarnez. Alors, plus vous avez bien travaillé, plus vous êtes dans un corps évolué. Donc, si on a bien suivi, là, il faudrait être dans un corps arien. Ce qui fait que les gens qui ne sont pas dans un corps arien, c'est-à-dire vraiment blanc, et bien c'est qu'ils ont mal travaillé, ou alors c'est des Lémuriens qui ont un peu dégénéré. Voilà. Bon, il y a des trucs problématiques comme ça, c'est un petit peu problématique. Alors, il y a eu des, pour rester sur le sujet, il y a eu des liens avec le nazisme, parce que ça se passe dans les... Bon, Steiner est mort en 25. On ne peut pas dire que les anthroposophes étaient nazis, mais bon, il faut dire qu'à l'époque, c'est difficile de juger les gens en disant qu'ils étaient nazis, pas nazis, etc. Simplement, l'anthroposophie était relativement nazi-compatible jusqu'à un certain point. C'est-à-dire les nazis aimaient beaucoup, par exemple, la biodynamie, parce que ça les confortait dans la vie de Folkisch. Donc le Folkisch, c'était, pour faire court, du romantisme allemand, donc qui a éduqué aussi bien l'anthroposophie que le nazisme, hein, donc il y a des racines intellectuelles communes quand même. Donc vous avez le Geist, l'esprit allemand, qui met en rapport les forces telluriques de la Terre et le cosmos, si vous voulez. Et donc c'est l'esprit allemand, c'est le Geist qui met en rapport tout ça. Et donc ça c'était commun aux deux, et donc par exemple la biodynamie était très appréciée par les nazis. Et vous aviez dans les camps de concentration d'Auschwitz et tout, des sections biodynamistes, il y avait des sections biodynamiques du nazisme, et tout ça. Par contre, ces histoires de réincarnation, ça ne leur plaisait pas aux nazis, parce que pour les nazis, si on est un noir, on ne pourra jamais se réincarner dans le corps d'un arien. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, voilà. Le problème, c'est pas qu'il y ait eu des rapports entre les nazis et les anthroposophes, parce que qui n'a pas eu de rapport avec les nazis en Allemagne, en France. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas abandonner cette histoire de race, parce que c'est cette idée de Steiner. Que clairvoyant, donc s'il n'est pas clairvoyant, c'est que tout leur truc tombe. Alors on peut revenir aux planètes si vous voulez maintenant. Là en fait le système solaire constitue l'intégralité de l'univers.
Et en fait, le système solaire, c'est jamais que des incarnations de la Terre. En fait, tout ce qui est important, c'est la planète Terre, et elle se réincarne elle-même. C'est pas que les humains qui s'incarnent. Alors, elle se réincarne, et à chaque fois, vous avez une partie d'elle qui s'échappe. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais je ne saurais pas vous l'expliquer exactement, mais en gros, c'est ça. Donc, la première partie de la Terre qui s'est échappée, c'est la planète Saturne. C'est pour ça que je disais que c'est le plus loin dans le cosmos, parce que, voilà, vous avez d'abord Saturne, ensuite vous avez le Soleil, la Lune, et vous avez des planètes comme ça qui apparaissent du coup dans le cosmos. Mais elles peuvent y être avant, mais uniquement sous forme physique. Par contre, elles n'ont pas encore été réincarnées par la Terre, donc elles n'ont pas encore leur âme spirituelle de planète. Je vous ai dit, c'est très compliqué. Mais c'est en gros, c'est ça. Et la dernière incarnation de la Terre, ce sera la planète Vulcain, qui est censée exister, puisque à l'époque de Steiner, on pensait qu'elle existait, nous on elle n'existe pas. C'est resté. Oui. Ok. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez. Donc la Terre ne tourne pas vraiment autour du Soleil. Alors c'est bien le Soleil qui impacte le mouvement, mais elle fait un mouvement elliptique derrière le Soleil. Et elle n'est pas vraiment ronde, elle est en tétraédrique. En fait, elle représente le crâne du Christ, si j'ai bien compris. Et donc les différences entre les plaques, c'est comme les plaques d'un crâne. En fait. Entre les plaques électroniques. Oui. Le mouvement elliptique. Oui. Si on prend le début du XXe siècle, du coup, c'est on parle espace-temps. Ouais. On parle beaucoup de ça au début du XXe siècle. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, puisque le Soleil se déplaçant dans l'espace, toutes les planètes se forment autour du Soleil, finalement, un mouvement elliptique dans l'espace-temps. D'accord. Du coup, Oui. Ce que les gens du coup ont fait l'époque-là, c'est ça. Ils l'ont mis, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui se passe. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre la science, Steiner, mais il dit que la science doit, en fait, confirmer toutes ses intuitions spirituelles. Quoi. Donc, effectivement, si la science dit un truc, il ne va pas dire c'est pas vrai, il va dire ah bah oui, c'est ce que je disais. Et c'est un peu le propre de tous ces mouvements New Age, c'est-à-dire qu'ils s'emparent de la science tout en la dénigrant pour dire qu'elles disent ce qu'ils avaient toujours dit, mais tout en disant par l'instant, les scientifiques sont nuls parce qu'ils n'ont pas la dimension spirituelle. Voilà. Donc ça c'est un petit aperçu de l'anthroposophie. Je vous parle pas de... Bon. Alors, quand je suis tombé sur le blog de Grégoire Perra, j'ai pas tout pris... Mais enfin, j'ai compris quand même pas mal de trucs à ce niveau-là. Bon, après, tout ce que je vous dis, je l'ai lu, j'ai interviewé des gens et tout. Donc, on est parti avec mon pote Calice, donc je reprends mon récit après cette brève parenthèse. J'ai pas du tout regardé l'heure, d'ailleurs, ça fait 1 heure, moi je sais pas. Si vous avez marre, vous le dites. Donc, on est parti interroger donc les Bourguignons d'abord, et les Bourguignons, c'était intéressant, donc Claude et Lydia Bourguignon, qui sont, comme je disais tout à l'heure, des scientifiques qui ont fait l'INRA, qui avaient la dernière chaire de microbiologie des sols, et qui sont partis et qui ont créé leur propre laboratoire. Et moi, j'ai suivi, avec mon copain Calice, une formation de 3 jours sur la microbiologie des sols. Je ne suis pas du tout scientifique, je fais un bac D quand même, mais ça s'est arrêté là. Ah, c'est sciences de la nature. Ah oui, ouais. C'est vrai, qu'est-ce que vous êtes jeune. Ouais. Ouais. C'est sciences de la nature, c'est tout. Voilà. Ok, bref. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire si tout ce que disait Claude Bourguignon, surtout lui, durant cette formation, était scientifique, mais ça en avait vraiment l'air. C'était vraiment de membrane de cellules, adhésion qui passait, machin, tout comme ça pendant 3 jours. Après, voilà. Et à la fin de la formation, je me souviens, il nous dit mais tout ça c'est bien, mais ce qui est vraiment bien, c'est la biodynamique. Pendant 3 jours, je m'étais dit que c'est un peu les sens. Et là, je me dis, waouh, pourquoi il dit ça? Et il nous explique que
Alors, comment ça s'est passé exactement? Ouais, ils nous présentent des tableaux, en fait, on fait, voilà, des parcelles en conventionnel, des parcelles en biodynamie, et on voit que la couleur est neutre, et c'est vachement bien. Alors, voilà, je lève la main, mais je lui dis quand même, comment vous conciliez votre approche très scientifique et la biodynamie qui vient de Steiner, parce que quand on lit Steiner, il me dit lui-même, oui, on dirait qu'il a fumé la moquette. Mais alors après, il repart dans tout un grand discours de réhabilitation de Steiner, en disant qu'il fallait prendre en compte la dimension sensible, qu'il n'y avait pas que les données chiffrées, que ce qui était important, c'était de voir la brillance d'une feuille, voilà, et que le poil des moutons, quand ils étaient en biodynamie, était grisant quasiment, et des trucs comme ça. Et que quand une femme elle était amoureuse, ben, on ne pouvait pas le mesurer, mais ça se voyait quand même, et des trucs comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai compris qu'on pouvait être vraiment à la fois scientifique et à la fois avoir des conceptions qu'il n'était pas, quoi. Parce que le mec, vraiment, après, là maintenant, ils sont à la retraite, il y a beaucoup de gens, et ils se sont reconvertis en viticulteurs, en biodynamie. Voilà, donc ça c'était intéressant, quoi. Ensuite, on est allé chez deux rats. Alors c'est lui, vous voyez, c'est lui le premier qui m'a parlé des liens entre l'anthroposophie et le nazisme. C'est pour ça que j'avais mis une image comme ça. Je n'avais pas trop creusé non plus à ce moment-là. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait une thèse de Peter Staudenmayer. Il y a des articles en français aussi. Donc c'est un historien qui a travaillé sur ces aspects-là, parce que bon, tous les anthroposophes disent, en fait, les anthroposophes, le problème qu'ils ont, après tout, ils peuvent bien croire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'amuse plutôt. Mais le problème, c'est qu'ils mentent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont le dissimuler. Leur truc, c'est la dissimulation. Ils ne veulent absolument pas qu'on connaisse leurs croyances, sauf si on est déjà bien n'importe quoi. Donc, leur truc, c'est de présenter des choses très attractives, très sympathiques, voilà, je vous dis, moi au début, je trouve ça chouette. Et effectivement, à première vue, c'est très chouette. La pédagogie là-dedans, c'est pareil, c'est une pédagogie alternative très séduisante. Vous avez aussi tout un côté économie fraternelle. Vous avez la banque Fenêtre, par exemple, voilà, ils ont des actions qui sont co-créateurs des trucs genre Biocop, il y a les colibris aussi, qui sont en fait à la base basés sur la biodynamique. Ils ne nous disent pas ce qu'il y a derrière. Quand des parents mettent leurs enfants dans les écoles Waldorf, ils ne savent pas que c'est une religion en fait, parce que c'est vraiment une religion, c'est un truc religieux, quoi. Une néo-spiritualité qui est enfermante. Quand on fait de la biodynamie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'avais vu pas mal de trucs, mais là, j'ai appris des choses. Par exemple, le Rhin, il a commencé à me parler aussi des êtres élémentaires. Et j'en avais pas entendu parler. Les êtres élémentaires, c'est des... Bon, ça n'a rien de préoccupant non plus. C'est des êtres qui sont entre les hiérarchies angéliques et la matière. Parce que les hiérarchies angéliques, la création du monde, elles ne pouvaient pas s'occuper directement de la matière, parce qu'elles sont de niveau spirituel trop élevé. Donc, ils ont créé des petits gnomes, des lutins, des trucs comme ça, pour faire le lien. Voilà, donc ça, j'ai découvert ça progressivement. Tout ça, on le découvre progressivement. Et donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on a la biodynamie, c'est très à la mode. Quand on achète une bouteille de vin qui est avec le label Déméter, qui est le principal label biodynamie, mais ça finance le GTN dont je parlais tout à l'heure. Et le problème, c'est que vous avez aussi une médecine anthroposophique qui est très puissante, dont on a vu toute la nuisance possible dans le cours de la pandémie. Là, moi, quand j'ai fait du Cosmovacus, à la base, ce qui m'embêtait, c'était les aspects environnementaux, parce que j'étais plus là-dedans. Et je me disais, le problème, c'est qu'avec la crise climatique, et ben des gens comme ça, ils vont être vraiment, ça va être un régal pour eux, quoi. Ils vont pouvoir dire, voilà, toujours disait, la science c'est pas bien, parce que c'est Arimanien, je me rappelle. Donc la science est démoniaque et tout, et ça va se développer. Effectivement, ça se développe. Parce que quand je parle des colibris, tout ça, ces religions, bon, il est un peu, c'est pas trop ce qu'il pense ces choses-là, mais il est plutôt proche tous ces gens-là sont assez proches de ces milieux.
Mais la pandémie, bon, évidemment, je n'avais pas prévu. Alors, tous les aspects anti-vax, vous vous souvenez du Dr Cowan qui avait fait une vidéo en disant que les vaccins étaient liés à la 5G, la 5G en fait provoquait la maladie et que ce n'était pas du tout le virus qui provoquait la maladie et que les vaccins étaient mauvais. Donc ça sert à rien du tout. C'est un médecin anthroposophe. Vous avez au Brésil, alors une conseillère de Bolsonaro, conseillère santé, qui est une dame qui s'appelle Nise Yamaguchi et qui est présidente de l'Institut Ita Wegman au Brésil. Ita Wegman, c'était une compagnonne de route de Rudolf Steiner qui a créé la médecine anthroposophique. Et donc cette dame, elle a dit à tous les Brésiliens qu'il ne fallait pas mettre de masque, qu'il fallait prendre de la chloroquine et qu'il ne fallait surtout pas se vacciner. Parce que tu as eu 600 000 morts au Brésil. Peut-être que s'il y avait eu un médecin un peu plus basé sur les preuves, on va dire, on aurait pu éviter au moins 300 000 morts. Donc voilà. Après, vous avez un aspect tout à fait enfermant de l'anthroposophie, c'est-à-dire que quand on est dans une pensée comme ça, alors si juste on va au biocope et qu'on met des abusoteurs, je ne sais même pas parler de recette. C'est pas très gênant. C'est pas gênant, mais si vraiment on se met à être vraiment dans le milieu, et parce qu'il y en a, hein, je regardais les profils de l'école des tournesols, là, et on reconnaît tout de suite les anthroposophes, en fait, d'une façon de s'habiller, d'une façon de parler, toutes leurs photos, tout de suite c'est des photos d'anthroposophes, avec des fruits disposés une lumière, il y a un dessin anthroposophe. En fait, tout est pris en compte, quoi. L'anthroposophie, si vous voulez, ça prend en compte tous les aspects de la vie, puisque finalement c'est une religion totalitaire, c'est une religion, comment on dit, intégriste. Voilà. C'est-à-dire que ça prend l'intégralité de la vie en compte et tout est basé là-dessus. Même votre façon de penser, de réfléchir, il faut avoir que des pensées positives, etc. Juste l'école des tournesols, tu peux parler. L'école des tournesols à Toulouse. Oui, donc c'est une école Waldorf qui s'est créée il y a quelques années. Ça devait être en 2015 parce que j'avais vu la création, j'étais allé enregistrer le début du discours de Gaël. Oui. Non, enfin, à la base, il y avait des anthroposophes dans l'organigramme principal. Et ils vendent aussi, ils vendent quand même beaucoup de dynamique, et ils sont très en lien. Mais ce qui est désespérant quand on s'intéresse à ces questions, c'est qu'on en voit partout. Chez Europe Écologie, dans tous les milieux écologistes, il y en a plein. Alors, il n'y a pas que eux, mais il y en a. Et c'est vraiment Extinction Rébellion, une des trois créatrices, elle est anthroposophe. Vous voyez, comment on appelle ça, Pablo Servigne, oui, Pablo Servigne, là, il est en lien avec les anthroposophes. Alors, est-ce que lui, il est anthroposophe? J'avais discuté avec lui, ça l'avait énervé sur Facebook. Il avait fait un stage chez les colibris ou machin. Bon, tout ça est en lien, quoi. Et c'est chiant, quoi, tu vois. C'est quand t'es un peu écolo, tu te dis, putain. Oui. 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 Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux répéter la question? Non, pas tellement. En fait, ce qui se passe, c'est que Rudolf Steiner a écrit quelques livres lui-même, donc on me demandait s'il y avait, par rapport à tous les aspects cosmogoniques, toute une bibliographie et d'autres auteurs qui étaient venus après pour préciser la présence de Steiner. En fait, Steiner, c'est quelqu'un qui a écrit quelques livres, donc La philosophie de la liberté, qui est son livre de base, qui est un livre de philosophie pas très intéressant, mais bon, voilà. Et qu'il a relu lui-même par la suite, c'est très intéressant à lire, parce que quand on lit le livre, on se dit, bon, pourquoi pas, mais quand on lit les notes qu'il a mis lui-même 20 ans après, on se dit, il a complètement transformé sa propre pensée pour l'amener là où il voulait après. Donc c'est très intéressant. Bon, donc il a écrit quelques livres qui ne sont pas très forcément choquants. Par contre, il a donné des tas de conférences qui ont été dactylographiées fidèlement par les gens autour de lui. Et ça fait une bibliographie là, très étoffée, c'est quelqu'un qui donnait des tas de conférences, alors je ne sais plus s'il en a le nom, mais il y a bien 300 000, si vous voulez, 360, je ne sais plus, mais enfin c'est quelqu'un qui a donné des conférences toute sa vie. Et donc il y a plein de livres qui expliquent tout ça, de façon très précise, très, voilà.
Après, des suiveurs, il y a des gens qui ont écrit des choses après Steiner, mais qui se sont surtout contentés de ressasser les idées de Steiner sans vraiment ajouter de choses, voilà, ou en tirant les conséquences. Vous voyez ce que je racontais sur Hitler, par exemple, pour Steiner était décédé déjà. Mais c'est des gens, des anthroposophes qui lisent Steiner et qui l'appliquent au futur. Voilà. Il n'y a pas vraiment de penseurs anthroposophes très saillants après Steiner. Voilà. Sur la biodynamie, vous avez Ehrenfried Pfeiffer. En fait, la biodynamie, voilà. Je ressens un peu la soirée. La biodynamie, donc à la fin de sa vie, en 1924, il allait mourir l'année prochaine. Donc on a interrogé Steiner sur un peu tous les sujets, parce que comme il était clairvoyant et que là il avait tout son cercle autour de lui. Donc on l'interroge sur l'agriculture. Lui, il n'a jamais fait d'agriculture, mais aucune importance, il va quand même en parler. Donc, ça se passe en Pologne, au château de Koberwitz, donc c'est le baron de Koberwitz qui a... Et il donne des conférences à des agriculteurs, une centaine d'agriculteurs qui est là, anthroposophes évidemment. Et il parle donc, j'ai mis le bouquin, là c'est le cours aux agriculteurs, il parle donc de la terre, des éléments, parce que tous les éléments sont des êtres. En fait, dans l'anthroposophie, tout est être. Les couleurs sont des êtres, les éléments sont des êtres. Comme le monde physique, finalement, il n'existe que s'il y a des êtres, des consciences derrière. Donc, il donne des cours là-dessus et il donne en fait quelques recettes. Alors, voilà, là j'avais... Voilà, il y a quelques recettes qui sont la plus connue, c'est la préparation 500 et la bouse de corne, qui consiste à mettre de la bouse de vache dans une corne de vache, d'enterrer ça tout l'hiver dans une malle au parbois avec de la tourbe, d'exposer ça aux rayons cosmiques tout l'hiver, on l'a vu aux rayons cosmiques, de sortir ça au printemps, normalement ça doit très bien sentir très bon. Pas de l'eau. Et donc ensuite, bon, on pourrait se dire de la bouse de vache qui a fermenté tout un hiver, dans une corne, pourquoi pas, ça peut effectivement donner un engrais. Non, le truc c'est d'en prendre un dé à coudre, de le mettre dans un grand seau d'eau. Ensuite, on dynamise l'eau, c'est-à-dire qu'on tourne, on fait un vortex d'un côté et dans l'autre. Et l'important quand on fait ça, c'est de bien se concentrer pour que le moi humain passe dans le liquide. Et ensuite, on pulvérise ça sur les lignes. Autant dire que, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent l'homéopathie, il y a une homéopathie anthroposophe. Donc, le laboratoire de l'État, font ça, qui est bien mieux que l'homéopathie Boiron, parce qu'eux, ils sont un peu arinaniens. Alors, Véleda, je ne sais pas si ça n'a pas assez anthroposophe, c'est quelqu'un qui a dessiné le logo, ça, c'est la première recette qui est destinée à donner de la vitalité. Voilà. Vous avez 8 recettes, je crois. En général, on associe, bon, je vous épargne, je ne vais pas vous dire les recettes, vous avez des blogs qui font ça très bien. Vous prenez un organe d'animal que vous associez à une plante, pour des raisons spirituelles toujours, tout est basé sur la spiritualité. Et vous mettez ça soit dans de l'eau, soit dans du compost, donc à dose infinitésimale, parce que, enfin petite dose, parce que moins il y a de matière, plus c'est efficace. Et oui, parce qu'en fait, quand on met beaucoup de matière, on s'adresse au monde physique. Quand on met peu de matière, on s'adresse à l'éthérique. Quand on en met très peu, on s'adresse à l'astral. Mais l'astral, c'est trop loin. Donc on met quand même un dé à coudre, on ne met pas juste quelques grammes. L'astral, c'est vraiment... bon, je ne vous ai pas dit, mais on a un corps physique, on a un corps éthérique, un corps astral, puis un corps supérieur avec encore 4, un jeu, un body, un jeu. Oui. Peuvent se retrouver dans cette spiritualité qui met en œuvre justement des organismes, des choses un peu... Oui, oui. En fait, les anthroposophes sont très pragmatiques, donc les gens qui sont véganes... En fait, l'anthroposophie est à la base d'une extinction rébellion, c'est co-créatrice, et ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans l'extinction rébellion sont anthroposophes, ont déjà entendu parler de l'anthroposophie, mais subtilement, ils vont diffuser leurs idées, comme ils font toujours, comme ils font dans les écoles de Waldorf. Ils ne vont pas aller apprendre aux enfants que l'univers s'arrête à cette violence. Mais
passer des idées en racontant par exemple beaucoup de mythes et légendes aux enfants, sans leur dire forcément qu'est-ce qui relève du mythe, qu'est-ce qui relève du réel. Donc c'est plus subtil que ça. Donc les véganes, ok, ils viennent et petit à petit on va les acclimater à l'idée qu'il y a des esprits, qu'il y a des trucs et que bon, peut-être on peut sacrifier un petit animal pour la spiritualité. Bon, ça, ceux qui ne sont pas réceptifs ne vont pas le prendre, mais sur le tas, il y en aura peut-être un ou deux, donc c'est bien. Et puis ça fait quand même toujours infuser des idées dans la société, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu vois. Et par exemple, un exemple de pragmatisme de l'anthroposophie, c'est que par exemple, à la base, la biodynamie ne s'applique pas à la viticulture parce que l'alcool est interdit en biodynamie. Parce que la raison spirituelle pour ça, c'est que, je l'ai dit parce que c'est drôle, c'est qu'en fait, l'être humain, avant la venue du Christ sur Terre, n'avait pas de conscience de moi suffisamment construit, et il pouvait l'avoir avec l'alcool. Donc quand tu connais la conscience. Mais le Christ est arrivé et il a donné la conscience universelle à l'être humain. Donc le jeu, quand l'être humain a plus de conscience depuis l'arrivée du Christ. Mais du coup, on n'a plus besoin d'alcool depuis le Christ. Donc l'alcool c'est interdit. Mais quand ils ont vu que en fait, la biodynamie ça intéressait vachement les viticulteurs, ils ont dit bon, c'est pas très grave, on va quand même. Voilà. Alors les vrais anthroposophes pour goûter à l'homme, je pense, ne boivent pas de vin. Mais bon, ça leur fait une manne financière, ça leur fait des canaux pour. Voilà, parce que tous les viticulteurs, bon, bah, souvent ils voient qu'ils sont en bio, ils veulent aller plus loin, la biodynamie ça a l'air pas mal, s'ils ont une petite dimension spirituelle qui ne les dérange pas, ils vont s'y intéresser, on dira c'est intéressant, petit à petit ils vont découvrir des choses, tu vois. Après on se retrouve avec des gens qui sont vraiment dedans, quoi. Qui n'étaient pas du tout à la base. Mais voilà, ils avaient vraiment comme ça. Donc c'est vraiment. Oui. Ils peuvent aussi acheter, ils vendent des produits, par exemple, alors peut-être pas la bouse, mais des cornes de vache ou des poudres de silice pour la 501, des choses comme ça. Ils les vendent. Mais ouais, des métères, je crois, environ 20% de tout ce qui gagne dans le produit. Oui. J'entends pas parler. Ah oui, d'accord. Et on vous parlait de ça ou pas alors? Ah oui, tu as entendu, c'est ça. Biodynamie, c'est en lien avec la maison d'agriculture biologique, comme vous pensez. Voilà, donc il y a ça aussi. Puis bon, par les écoles aussi, vient à l'école, je pense, après je sais pas, bon, je vais peut-être m'arrêter un peu de parler, mais si tu vois, on refait une question, je réponds aux questions. Oui. Oh bah, alors au Théanum, il y a des représentateurs. Alors c'est un immense logo par contre, qui est en béton de qui a une architecture évidemment, il ne faut pas d'angle droit parce que là où il y a des angles droits, rien ne signe. Donc il n'y a pas d'angle droit. Alors il y a des universités, il y a des choses. Moi j'avais visité avec ma fille, elle avait 18 ans à l'époque, et la dame qui nous a visité, tout ça, ça faisait beaucoup. Sorti et l'édition. Les dessins ils sont très stylés. Ouais, il y a plein de sections. Les anthroposophes ils sont perchés. Donc il y a une section artistique, une section intellectuelle. Ils prennent des dessins très drôles, il y a des fois. Et il y a des gens qui croient c'est comme apparemment, hein. Ça, il y a le truc qui vit dans le soleil.
Conformité. Je vais vous montrer le méthanol de. Oui, oui, alors les BD, en fait, ça raconte vraiment Ah ouais, le méthanol. mon parcours, en fait. Comment j'ai découvert ça, ce que je vous ai raconté au début, là, et puis après tous les viticulteurs que vous allez voir. Donc dans le premier tome, on est allé voir donc, les bourguignons et puis de vin que je vous ai montré, puis des cosmoculteurs, alors qui eux sont un peu de méridional, qui ont des pierres levées. Alors ils font de la biodynamie, mais eux ils font plus de la géobiologie. Donc ils ont des pierres levées, tu vois, c'est avec les méridiens, tout ça. Après on est allé, alors après dans le deuxième tome, on est allé à une expo. Ah oui, donc Je vais quand même parler des vins conventionnels, parce que je vais pas Pour être sympa. Et puis après, à l'Expo, on est allé à salon nature et tout, organisé par l'Expo. Il y avait des gens en biologie, mais aussi en biodynamie. Et après, dans le deuxième tome, toujours, on est allé à Renaissance des appellations, qui est un salon uniquement biodynamique, organisé par Nicolas Joly, qui est extraordinaire. C'est-à-dire, lui, vraiment, voilà, un viticulteur à fond dans le liner, et qui parle, lui, c'est le seul qui parle des élémentaux directement. Quoi. Sinon, moi, j'en avais parlé une fois sur les réseaux, on m'avait dit, oui, alors ça vaut mieux en parler en privé, et tout. Mais lui, non, il va, c'est super. Et le troisième tome, alors là, c'est plus anthroposophie. Alors, on est quand même allé. Alors, il y avait Serralini, le professeur Serralini, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une étude très controversée sur le glyphosate et les rats. Et là, il faisait des trucs en lien avec la biodynamie. Dégustation de pesticides pour montrer que les pesticides, c'était vraiment mauvais pour la santé, je trouve. Mais bon. J'ai interviewé après un peu sur la biodynamie et tout. Puis après, bon, il a un discours évidemment assez lisse, quoi. Mais après, je me suis rendu compte qu'il avait participé à un colloque dans quasiment une sexe difficile à dire, mais enfin, où on montrait qu'il n'était pas du tout, pas du tout aussi lisse et rationnel en lien avec les gens étrangers. Et voilà, et dans le troisième tome, il y a aussi un entretien avec Edouard Ferrat. En fait, que j'avais fait en 2015, j'ai tout de suite été interviewé avec Edouard Ferrat. Et donc une exposition un peu des doctrines dont je vous ai parlé. Oui. Alors, je voulais juste rajouter qu'en fait, quand il raconte Constobacus, moi je suis un fan de sa BD en fait, et du coup, quand il raconte, en fait, ça a l'air. C'est pas que ça a l'air chiant quand il raconte, c'est que ça a l'air très terre. Il n'y a que le côté réaliste, tu vois. T'as l'impression que tu vas lire un truc, ça parle que de la réalité. En vrai, c'est vachement fun à lire et c'est. Je vais faire un peu de pub. Voilà. Et il y a un côté fiction qui est présent surtout dans le troisième tome, mais même dans les deux premiers, il y a un côté plein de références à plein d'autres BD, c'était intertextuel, et c'est vachement bien en fait. C'est une BD, ça se lit comme un ordinateur en fait, ça se lit pas du tout comme un documentaire où on va se faire chier. Oui. En plus, ils sont. Bon, on parle. Ce qui se passe à la biodynamie, c'est que c'est très présent dans les médias. Moi, maintenant, je m'intéresse beaucoup à ça, j'ai un réseau de gens qui, tous les jours, tous les 3 jours, il y a un média qui parle de biodynamie. Dans le monde, il y avait tout ça. J'ai fait une interview. Et puis là, hier encore, ils ont fait un article pour présenter une dame qui fait un taboulé en biodynamie. Oh, tous les jours. Moi qui adore le taboulet en plus. Oh. Non, mais c'est. Mais ouais, alors par contre, la réalité de l'agriculture biodynamique, elle est toujours en développement, je pense. Après, je crois que c'est pas plus de 1% même du biologique, tu vois. Donc c'est assez relativement confidentiel, mais c'est très à la mode, surtout dans les médias qui en parlent beaucoup. C'est un problème. Après, ce que tu disais, effectivement, ça détourne. Après, effectivement, dans les domaines, ils ne mettent pas de pesticides. Hein. Donc, bon, après, je sais que dans les milieux esthétiques, les pesticides ne sont pas forcément mal vus.
En ce qui me concerne, je pense qu'au niveau environnement, si on peut s'en passer bien, ça participe à l'extinction des espèces. Donc voilà. Par contre, quand tu discutes avec les anthroposophes, tu te rends compte qu'ils sont climato-sceptiques. Dans le sens où ils ne nient pas le réchauffement climatique, mais pour certains, c'est dû aux ondes hertziennes, aux satellites et tout. C'est pas le CO2. Et là, je discutais avec un mec sur Twitter qui me disait que non, c'était pas dû aux activités humaines, mais bon, je pense que c'était une position assez atypique chez les anthropologues. Mais enfin, bon, pour eux, en tout cas, la solution, c'est la biodynamique, ça c'est sûr, le réchauffement climatique, c'est la biodynamique. Oui. Oui, bon, la FIS l'avait fait un peu, et puis là, vous avez... Désolé. Juste, les gens, quand vous posez des questions, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Moi, j'ai rien entendu du tout à la question. Alors, je répète. Donc, monsieur me demandait s'il y avait des gens qui avaient fait des études pour prouver l'efficacité ou pas de la biodynamique. Alors, oui, bien sûr, c'est comme l'homéopathie, les anthroposophes font toujours que ça marche. Ça, c'est sûr, donc c'est important de voir qui a produit l'étude à chaque fois. Là, vous avez un blog qui vient de sortir, qui est pas mal, qui recense un peu ce genre de choses, qui est le blog de Cyril DGNR, alors DGNR, qui est et qui est un scientifique et qui recense un peu les études sur la biodynamique. Bon, en fait, ça n'a pas d'impact par rapport à la biologie, ça n'a aucun au niveau des rendements, au niveau de la qualité. Après, moi je dois reconnaître, mais c'est peut-être un biais survivant, que les vins en biodynamie que j'ai goûté étaient globalement. Après, c'est des gens qui font attention à ce qu'ils font, parce que c'est un très contraignant. Il y a, j'en ai pas parlé, il y a un calendrier astrologique, avec les zodiacs et tout, assez contraignant à respecter, il y a des préparations. Donc, bon, les gens font attention à ce qu'ils font, donc les vins sont pas mauvais, voilà, on peut le reconnaître. Mais en tout cas, les études prouvent qu'il n'y a pas d'effet significatif de la biodynamique. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Oui. Juste en termes de remarques, quand on parle d'effet, ça dépend de quel étude on parle. Et par exemple, outre les fondements sur la philosophie, et des charges au niveau de la respect des règles environnementales qui sont bien plus restrictives en biodynamique qu'en bio classique. Et du coup, d'ailleurs, je vous invite à aller sur Déméter, parce qu'il y a une partie sur les dynamiques. Et effectivement, il y a une partie sur les préparations biodynamiques qui sont actuelles à la philosophie. Il y a aussi un cahier des charges assez concret sur un respect de l'environnement qui est plus poussé que dans le classique, notamment sur l'utilisation des pesticides. Donc, effectivement, on peut se poser la question quand on entretient un courant basé sur la philosophie. En tout cas, il est sûr que quand on achète de la biodynamie, sur l'environnement, on a un impact qui est meilleur qu'en bio. Après, si on finance des associations philosophiques qui derrière font le mal, peut-être que ça en vaut pas le coup. Mais en tout cas, sur le seul plan de l'environnement, le cahier des charges est plus restrictif. Oui, restrictif, oui. C'est vrai que je n'ai pas le détail exactement. Oui, alors. Oui. Elle parle bien fort parce qu'on t'entend pas. Non, j'ai pas entendu. Tu veux dire qu'il y a de la gruche dans les. Moi, j'ai entendu dire que des fois, ceux qui font du bio, quand les contrôleurs ne passent pas, bah, ils s'en foutent en fait. Et ça arrive chez des méthodes.
Et vous voulez discuter la même chose sinon Oui. 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 J'avais une question un peu plus personnelle dans ce travail entre la première discussion avec plus tard, cette sorte de génie. Comment est-ce qu'elle a pu travailler et construire un dialogue avec les anthropologues et la politique. On est déjà préparé le travail, mais en fait, finalement, les travaux ont été préparés et sortis aussi des maladies de graphes. Ah, oui, bah là, ça serait compliqué à refaire. Ouais. Alors, j'ai eu un problème juste sur le tome 3 pour visiter le Goetheanum, parce que je devais interviewer en fait Bodo von Plateau, qui est le directeur du Goetheanum, et Jean-Michel Florin, qui est le directeur de la section biodynamie. Donc, on avait pris rendez-vous et tout, je devais y aller, on avait pris date, mais ils m'ont demandé de lire le premier tome, qui était paru déjà. Et donc, du coup, ils ont des commandes. Donc, du coup, j'y suis allé quand même, mais j'ai changé sous le nom de ma femme, et puis j'ai pas dit qui j'étais, quoi. Et puis, j'ai juste fait la visite avec un guide, j'ai pas pu interviewer les gens. Donc, voilà. Bon, après la BD, elle est. Si, les anthroposophes la connaissent. Elle n'est pas très connue, mais les anthroposophes la connaissent. Donc, oui, ça serait compliqué. Ouais. Alors, est-ce que j'ai rencontré d'autres? Ça aurait été intéressant. Après, il y a deux types dans ce qu'on appelle anthroposophes. Tu as vraiment les gens qui sont à la Société anthroposophique universelle. Voilà, qui sont peu nombreux, en fait. Qui sont peu nombreux. Mais vous avez tous les compagnons de route, tous ceux qui sont sensibles à l'anthroposophie. Alors là, je vais te dire oui, j'en ai rencontré, mais... Oui, puis tu as des gens qui font tout selon l'anthroposophie, qui ne le savent même pas, qui ne savent même pas qu'ils sont anthroposophes, en fait. Juste qu'ils achètent Véleda, ils vont à Biocop, ils ont leur gosse à Waldorf, et voilà. Mais ils ne savent pas, tu vois, et ils boivent du Déméter. Mais... Enfin bon, là, s'ils font tout ça, ils doivent le savoir quand même au bout d'un moment. Mais tu as des gens qui ont vraiment une sensibilité qui est guidée par l'anthroposophie, mais qui ne le savent pas. Voilà. Voilà. Après, bon, tu peux aussi les mettre à Montessori ou à... Montessori, elle était théosophe. Mais on va dire que le but des écoles Montessori n'est pas de développer la théosophie. Alors que le but des écoles Waldorf est vraiment de développer l'anthroposophie. C'est dit par Steiner. Et dans ses écrits, il dit qu'il faut dissimuler... Enfin, tout ça est théorisé par Steiner, hein, quand même, donc c'est différent. L'école Waldorf est vraiment une machine de guerre pour diffuser l'anthroposophie sans le dire. Voilà. C'est théorisé comme ça, par Steiner. Oui? 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 Eh bien, ça, je peux vous dire. Oui, je pense qu'elle peut en parler peut-être. Oui.
Après, il y a une institut. Tu lui remets la pression. Il y avait une institut qui Et par travaillait, je contre, crois, à Bagnères de Bigorre et qui a été mise en difficulté ou qui va être mutée ou quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle faisait aussi des trucs bizarres avec les enfants dans son école de l'éducation nationale, notamment des massages, des trucs que les enfants. Oui, Bagnères de Bigorre, mais une institut qui travaillait là-bas travaillait aussi dans l'éducation nationale, je crois. Et donc elle va avoir des problèmes. Donc oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé, alors c'est pas de ma faute, hein, c'est plutôt Grégoire Perrin qui a beaucoup travaillé, et voilà. Quand j'ai commencé en 2014 à m'intéresser à ça, c'était très peu, personne n'en parlait. Moi je suis tombé là-dessus par hasard parce que j'aime bien fouiller les trucs. Mais voilà, maintenant c'est vrai que là tout à l'heure j'ai vu, même hier, la fédération FCPE qui prenait position sur l'anthroposophie, tu vois. Merci. Donc ouais, là ça commence vraiment à monter, quoi. Enfin, alors au ministère, je sais pas c'est compliqué le ministère, hein. Parce que tu sais, Françoise Nyssen, qui est ministre de la Culture, elle était anthroposophe, elle avait une école là-dedans. Donc, je voulais dire, ah oui, vraiment hors contrat, quoi. Elle est sous contrat. Ah ouais, c'est ça. Vous avez une question là? Non, c'était ma question. C'était pour savoir si parmi les écoles Steiner Waldorf, il y avait plusieurs contrats, sous-contrats. Oui, il y a les deux. Alors il racontait quand il y avait, enfin c'est Grégoire Perrin qui racontait ça, je crois que je l'ai lu dans d'autres témoignages. Quand l'inspecteur vient, alors ah ben là il y a un documentaire, il y a Shadow. Là, ils ramènent des livres, ils font tout, ils disent aux enfants, bon là il faudra faire comme ça et tout. Ils cachent leurs bougies et leurs trucs parce que vous avez... Ouais, voilà, donc il y a vraiment enfin c'est assumé quoi, une dissimulation. De toute façon le monde extérieur pour les anthroposophes est considéré comme hostile quoi. Et tout arimanien. Hors de l'anthroposophie, il n'y a pas de salut quoi. Hors de la biodynamie. Voilà. Et ça, on le voit dans le film Les Enfants Élus, qui est diffusé sur YouTube actuellement, qui est sur la chaîne de Shadow Ombre, et qui est un film suédois, pas mal du tout, et avec des témoignages comme ça, voilà, sur une école Steiner en Suède. Oui. Et d'ailleurs, Shadow, on avait. Moi, j'ai eu une interview avec toi, j'ai eu une interview avec Nicolas, et avec Shadow Ombre aussi. Donc, bon, tout ça, on discute bien. Il y a des contenus sur YouTube, et voilà. C'est vrai que j'aurais presque pu amener un dossier de documentation pour aller plus loin. On continue en privé, ceux qui veulent discuter. Ok. Avec il y en a qui veulent encore poser une question publique importante. Vas-y. La question sur le thème, il m'a semblé apercevoir à certains moments des parallèles entre l'anthroposophie, la médecine anthroposophique et la naturopathie. Est-ce que toi tu as déjà vu des choses de cet ordre-là? Est-ce que tu as des infos? Je connais très mal la naturopathie. Donc on me demande si tu me disais qu'il y avait tu avais vu des rapports entre la médecine anthroposophique et la naturopathie. Écoute, à première vue, mais je ne connais pas trop la naturopathie, à première vue ça me semble très probable parce que l'anthroposophie essaie toutes ces doctrines New Age essaient de s'inspirer les unes les autres pour voilà. En plus l'anthroposophie est assez centrale, on ne connaît pas toujours le nom, mais c'est assez central au niveau du New Age, quoi. Donc il y a toujours des influences, enfin, mais bon, je ne connais pas. Ça me surprendrait pas. En tout cas. Alors, là, c'est une peut-être dernière question, si c'est rattrapé.